Toute la journée, la tête est occupée par des pensées. Et la pensée est fondamentale dans la vie de l'être humain. Nous ne pouvons pas vivre sans. La pensée est un mouvement de la mémoire. Et les gens dont la mémoire est partiellement détruite éprouvent des difficultés extraordinaires à vivre leur quotidien. Cependant, si je prends le temps de m'asseoir et de regarder le contenu de l'esprit toute la journée, je me rends compte que ce n'est pas le savoir pratique, ce n'est pas la pensée pratique, enregistrée dans la mémoire qui occupe la tête la plupart du temps. Ce n'est pas le code secret de la carte de banque qui revient en tête intempestivement. Ce n'est pas non plus la faculté de distinguer un champignon comestible ou non comestible. Ce n'est pas la capitale de la Chine qui apparaît spontanément dans l'esprit. Le savoir pratique, il surgit de la mémoire uniquement lorsque nous en avons besoin, dans la vie de tous les jours. Lorsque je m'assieds et que j'examine le contenu de mon propre esprit pendant toute une journée, je réalise que ce qui occupe la tête, c'est la pensée moi. Toute la journée, c'est moi, moi. Lorsque la pensée forme un moi, ce dont elle est incapable de faire dans le sommeil profond, et que ce moi est projeté dans le futur, apparaissent l'ambition ou l'anxiété, par exemple. Lorsque la pensée forme un moi et que ce moi est projeté dans le passé, alors ce sont les regrets, la honte, la culpabilité qui apparaissent. Comment faisons-nous pour nous libérer de toute cette souffrance psychologique ? Tous les jours, nous consacrons un certain temps à laver le corps. Et le randonneur aime bien laver son corps, ça lui fait du bien après une longue journée de route. Quelles sont les techniques, les méthodes que vous pratiquez tous les jours pour vous laver le cœur et l'esprit ? Il y avait une époque où les êtres humains en général ne se brossaient pas les dents. Ils devaient avoir bien mal aux dents. C'était une époque pas si lointaine que ça. Aujourd'hui, personne, ou presque, ne s'imaginerait quitter la maison sans s'être brossé les dents. C'est juste une question de confort et de santé. Nous vient-il à l'esprit que s'il existe une telle chose que l'hygiène physique, il devrait également exister une telle chose que l'hygiène mentale et émotionnelle ? Nos parents, certainement, si nous avons eu de la chance, nous ont appris à bien nous brosser les dents. Que vos parents vous ont-ils appris pour vous libérer à un niveau émotionnel ou mental ? Il me semble clair que nous ne pouvons pas nous servir de ce qui a créé la souffrance pour résoudre le problème de la souffrance. Il me semble clair que c'est la pensée qui génère la souffrance de l'être humain. Mais je n'ai pas toujours vu les choses comme cela. Autrefois, j'étais persuadé que c'était les faits qui nous faisaient souffrir. Au fond, qu'est-ce que la pensée ? Diriez-vous qu'il s'agit de quelque chose de statique ou de dynamique ? La pensée est un mouvement, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'un mouvement ? C'est de l'énergie qui circule dans le temps et l'espace. Quelles sont les caractéristiques du mouvement ? Le mouvement peut être harmonieux, il peut être doux, il peut être agressif. Il a une certaine qualité. Le mouvement a une direction, et puis il a une source. Dès lors, la pensée est-elle une énergie ? Est-elle un mouvement ? Est-elle une énergie mentale, un flux électrique qui parcourt le cerveau ? Quelle est la direction de ma pensée ? À quoi est-ce que je pense ? Est-ce que je pense à Compostelle ? Est-ce que je pense au prochain endroit où je trouverai du Wi-Fi pour partager cette vidéo ? Pas évident ces temps-ci. Quelle est la qualité de ma pensée ? S'agit-il d'une pensée anxieuse ? D'une pensée ambitieuse ? S'agit-il d'une pensée qui est pleine de regrets ou de culpabilité ou de honte ? Ou bien d'une pensée pratique ? Et puis quelle est la source de la pensée ? Au fond, ce mouvement de la pensée, d'où vient-il ? Il vient de la mémoire, n'est-ce pas ?
pensée, c'est le mouvement de la mémoire, c'est le mouvement du passé. Notre cerveau est comme un estomac qui digère des expériences. Et ce qu'il produit, ce sont les pensées, notre expérience de la vie. Et puis nos pensées commencent à former un moi, une psyché, une psychologie. Qui suis-je? Comment est-ce que je me définis? Je me définis avec les informations qui sont enregistrées dans la mémoire. Et si le moi était une construction mentale, qui ne pouvait pas être maintenue 24 heures sur 24, et qui se dissolvait complètement dans le sommeil profond? Et si le moi n'était qu'une pensée à la fois? Et si ce n'était pas moi qui ressentais les émotions, les sensations, comme la douleur, et si c'était en fait la conscience? Et si le moi lui-même n'était qu'un objet dans la conscience? À la manière d'une sensation, le moi n'est qu'une pensée à la fois, peut-être, et lorsqu'il apparaît, lorsque cette pensée-là apparaît, la pensée moi, je n'apparais pas avec elle, et lorsqu'elle disparaît, je ne disparais pas avec elle. La pensée commence à former un moi, et ce moi semble créer une séparation entre le monde, l'univers et moi. Comme si la vie était en train de m'arriver à moi. C'est un fardeau à porter sur ses épaules. Vous savez, nous disons que la perfection n'est pas de ce monde. Mais je questionne cela. La pensée a une nature qui est de comparer, de diviser, de disséquer. Nous avons inventé les mètres, les centimètres, les secondes, l'échelle de Richter. Nous sommes tout en train de mesurer en permanence. La pensée fait cela tout le temps. Et cette mesure est fondamentale. Nous avons besoin de mesurer le monde, ça nous permet tout le confort dont nous possédons. Mais si la pensée allait trop loin, en formant un moi, en formant un ego, une psychologie, une psyché, la comparaison, quand elle s'établit entre moi et toi, commence à générer toutes sortes d'insécurités, toutes sortes de souffrances. Et cette souffrance, de quoi s'agit-il au fond? S'agit-il de quelque chose de statique ou de dynamique? La souffrance est-elle un mouvement? Quel est l'objet de ma souffrance? Quelle est la source de ma souffrance? La source de la souffrance ne serait-elle pas la pensée? En Inde, j'ai rencontré un homme qui me disait qu'il souffrait d'une solitude immense parce qu'il n'avait pas de compagne. Mais je questionne cela. Cela me paraît tout à fait irrationnel. Vous comprenez? L'absence de compagne est un fait. C'est un fait qui est là 24 heures sur 24. Si la solitude provenait de l'absence de compagne, du fait, alors la solitude devrait être là en permanence, 24 heures sur 24. Mais ce n'est pas vrai. La solitude, c'est la souffrance. La souffrance est un mouvement. Et ce mouvement n'existe plus dans le sommeil profond. La pensée n'existe plus dans le sommeil profond. Il me semble qu'il n'y a pas de causalité entre l'absence de compagne et la solitude. Il n'y a qu'une corrélation. De la même manière, si des parents devaient perdre un enfant d'une leucémie, tout le monde considérerait que leur souffrance, leur désespoir provient de la mort de l'enfant. Et je questionne cela. Il me semble qu'il n'y a pas de causalité entre la mort de l'enfant et la souffrance du parent, qu'il n'y a qu'une corrélation. Évidemment, si l'enfant n'était pas décédé, le parent ne souffrirait pas. Mais il me paraît évident que la pensée en est venue à confondre la source de la souffrance avec l'objet de la souffrance. Notre souffrance ne provient pas des faits, elle provient de la pensée elle-même qui rejette la réalité. Nous avons suffisamment d'informations dans notre mémoire que pour créer un monde alternatif, une autre réalité imaginaire. Et nous faisons cela. Et nous créons un temps psychologique, où il nous semble que les choses passent plus vite ou plus lentement. Et nous créons des espaces psychologiques, que nous appelons le royaume ou la république, qui sont des espaces qui n'existent que dans notre imagination. Nous créons toute cette réalité augmentée que nous projetons sur le monde.
Et puis apparaît un contraste entre la réalité telle qu'elle est et la réalité telle que nous voudrions qu'elle soit. La souffrance ne vient-elle pas de ce contraste? Nous disons que la perfection n'est pas de ce monde, mais avons-nous accès à un autre monde qui celui-là serait parfait pour dire que celui-ci est imparfait? En réalité, nous avons décidé que le monde parfait est le monde de notre pensée, que les choses devraient aller telles que nous l'avons décidé, et non pas telles que la réalité est. Et lorsque nous vivons à 8 milliards sur cette planète, chacun ayant son idée de la manière dont les choses devraient se produire, eh bien nous nous retrouvons dans la situation déplorable dans laquelle le monde humain se trouve aujourd'hui. La pensée, c'est le mouvement de la mémoire. Ce qui jaillit de la mémoire, c'est l'opinion, le jugement, la réflexion, mais aussi le rêve. Je pense au rêve du sommeil paradoxal. Ce que le rêve nous enseigne, c'est que la pensée crée sa propre réalité. Je suis persuadé que ce que je suis en train de vivre est réel. Et si dans la réalité alternative qu'elle se crée, dans ces certitudes qu'elle se crée, et si la pensée, dans son délire, en était venue à confondre complètement la source de la souffrance avec l'objet de la souffrance? Et si ce n'était pas les faits qui nous perturbaient, mais notre mental lui-même qui rejette la réalité? Si tel est le cas, si la source de notre souffrance, c'est la pensée, dans ce cas, nous ne pouvons pas nous servir de ce qui a créé le problème que pour le résoudre. Dès lors, que faire? Toutes les méthodes, toutes les techniques, toutes les stratégies que vos parents auraient pu vous enseigner pour vous libérer de votre souffrance ne peuvent pas fonctionner. Elles ne sont elles-mêmes que des mouvements de la pensée, que des mouvements de la mémoire. L'activité mentale de l'être humain est-elle limitée à la pensée? Ou bien n'y aurait-il pas autre chose? L'attention, par exemple. Qu'est-ce que l'attention? S'agit-il de quelque chose de statique ou de dynamique? L'attention est un mouvement, n'est-ce pas? Quel est l'objet de votre attention? Cette vidéo, peut-être. Et la source de l'attention n'est pas la mémoire, contrairement à la pensée. La source de l'attention, c'est la conscience. L'attention est comme un doigt invisible qui est projeté depuis la conscience et que nous concentrons sur un objet. La concentration ne serait-elle pas une expression de l'exclusion? Pensez à un enfant qui est complètement captivé par son devoir de mathématiques et qui ignore un oiseau qui chante là-bas au loin. Ou bien nous disons que quelqu'un peut être inattentif. Et par là, nous disons qu'il est totalement attentif aux pensées ici. C'est la nature de l'attention que d'être attentive. Je ne pense pas qu'il y ait une telle chose que l'inattention. C'est juste une façon de parler. Il me semble qu'il y a deux extrêmes, la concentration et l'inattention, qui sont toutes les deux des expressions d'un déséquilibre de l'attention. Maintenant, regardez. Toute la journée, la tête est occupée par des pensées. Et ces pensées, lorsqu'elles sont la pensée moi, deviennent la source de la souffrance psychologique de l'être humain. Et cette souffrance écrase l'être humain depuis des milliers d'années. Et de cette souffrance naît une violence incroyable qui se perpétue sans fin. Je réalise que la pensée n'est pas la seule expression de l'activité mentale de l'esprit, qu'il y a autre chose, l'attention. Lorsque cette attention est totalement élargie, à la fois à l'extérieur du corps et à l'intérieur du corps, ici et maintenant, lorsqu'une attention inconditionnelle est donnée à la réalité, telle qu'elle est, pas telle que la tête voudrait que la réalité soit, mais lorsque l'attention est donnée inconditionnellement à la réalité telle qu'elle est ici et maintenant, alors, quel est l'état du cerveau? Il est vide, n'est-ce pas? Un esprit totalement actif et totalement silencieux. Dans ce silence, qu'est-ce qui est ressenti?
L'attention est élargie à la fois à l'extérieur du corps et à l'intérieur du corps. L'esprit est à l'écoute. Ce que vous ne pouvez pas trouver comme un déséquilibre, un mal-être à l'intérieur. Est-ce que ce serait possible de retirer toutes les images mentales de ce mal-être, tous les mots, retirer le mot déséquilibre, le mot mal-être, simplement de ressentir, sans se concentrer, la concentration est une forme de l'exclusion, est-ce que ce serait possible de ressentir, de toucher, avec l'attention, cette sensation et l'espace qui l'entoure, de toucher cette sensation avec respect, avec bienveillance, et de la laisser se déployer. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Si vous ressentez une certaine paix, à son tour, ne pourriez-vous pas, sans vous concentrer sur cette paix, en retirant les images mentales et les mots, toucher cette sensation avec respect et bienveillance, et la laisser s'élargir dans l'espace autour de soi et à l'intérieur de soi. Et alors, n'est-il pas comme une joie là, sans aucune raison? Une paix et une joie sans aucune raison. Le simple fait d'exister. N'est-ce pas déjà être en paix et être joyeux? Et si cette sensation, à son tour, est touchée avec respect et bienveillance, est-ce qu'elle ne s'approfondit pas encore dans quelque chose que vous découvrez par vous-même? Les heures défilent, mais c'est à peu près toujours le même paysage. On dirait que quelqu'un a simplement jeté une route au milieu de cette forêt. C'est un cimetière allemand. J'escomptais trouver de l'eau dans ce cimetière et il n'y en avait pas. Pas de robinet. En général, on en trouve des robinets dans les cimetières, mais là, aucun. Et comme pour rire, il y a un groupe de touristes néerlandais qui arrivent et qui donc me propose de l'eau. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Eh ben, je me suis perdu de nouveau, à travers un chemin super difficile, en suivant l'application qui m'a envoyé dans les bois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chemin. Et maintenant, il faut que je fasse le tour, le retour en arrière. Ça va me coûter 1 heure. J'ai fini par retrouver mon chemin, mais malheureusement, je me suis blessé au genou gauche. En revenant sur mes pas. J'espère que ça va se remettre en marchant. Et j'arrive ici à un cul-de-sac. Le balisage ne continue pas par là. Quelqu'un a dû, par méchanceté, changer le balisage et m'envoyer ici. Et maintenant, il faut que je fasse demi-tour à nouveau. À la fois leur balisage et à la fois le GPS m'auront trompé aujourd'hui. Je
Je crois que je vais essayer de rejoindre un village qui se trouve en dehors de la forêt, qui n'était pas sur mon itinéraire, parce qu'il y a là-bas un cimetière et c'est l'endroit le plus proche où je peux trouver de l'eau. La journée d'hier m'a fait beaucoup de bien, mais c'était sans compter la journée d'aujourd'hui. Tout avait pourtant bien commencé. J'avais l'impression ce matin d'avoir rajeuni de plusieurs dizaines d'années. Je pouvais bouger mes jambes dans tous les sens sans absolument aucune douleur. Je pouvais bouger toutes les articulations, c'était absolument formidable. Je, je ne regrettais qu'une chose, c'était de ne pas avoir pris mon jour de repos plus tôt. La journée s'est bien passée, et en fait, la première partie de la journée en tout cas s'est bien passée. J'ai progressé particulièrement vite. Si vite d'ailleurs que je pensais traverser une bonne partie de la forêt d'Argonne aujourd'hui, faire 25 kilomètres et atteindre Varennes en Argonne. Et me reposer au camping là-bas. Je ne connaissais pas le système des campings. La première fois que j'y suis allé, c'était dans un village voisin de Haricourt. À Buzyn-sur-Bar peut-être. Je ne me souviens plus exactement du nom du village. C'était le 14 juillet et le coût du camping ce jour-là était de 19 €, mais je crois que c'était pour tous les jours. Ce n'était pas un prix spécial pour le 14 juillet, je veux dire. Pour une personne seule venant avec une tente. Et étonnamment, le prix du camping à Grand Pré était encore moins cher, c'était seulement 10 €. Ce qui est pratique parce que vous avez droit à la douche, vous pouvez faire votre lessive et puis vous avez droit au wifi également. J'avais donc l'intention d'arriver jusque Varennes en Argonne et de m'installer au camping là-bas puisque c'est si peu cher. Et qu'en fait dans la région je ne trouve plus de gîtes, je n'aime pas aller sonner chez des gens comme ça, au hasard. Je n'aime pas aller les déranger. Mais c'était sans compter ce fameux cimetière allemand. Ce cimetière, je l'attendais parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un robinet d'eau là-bas. Je savais que j'aurais besoin de plus d'eau, et malheureusement, il n'y en avait aucun, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il n'y en avait aucun, mais une brave dame qui passait par là, je vous ai montré, je vous ai expliqué tout ça, m'a donné de l'eau. Et je me suis trompé de chemin 2 fois. D'abord parce que j'ai suivi mon application qui me disait d'aller dans un sens où le chemin m'indiquait une autre direction, mais la direction indiquée par le chemin, je la trouvais étrange en regardant la carte. Et donc j'ai suivi mon application parce que, en général, elle ne me trompe jamais, c'est moi qui suis distrait. Mais cette fois-ci, elle m'a amené au milieu des bois. Et elle me disait que j'étais sur le chemin, mais il n'y avait plus aucun chemin. C'était plus possible d'avancer par là. Enfin, si, c'était possible, mais ça m'inquiétait un peu de m'aventurer au milieu de nulle part dans les bois. Et donc, j'ai commencé à emprunter des petits sentiers qui existaient en me disant, ils vont probablement me mener quelque part. Le fameux raccourci. Et l'un de ces sentiers m'a amené à une propriété privée. Et là, plutôt que de continuer d'errer comme je le faisais, j'ai décidé de rebrousser chemin et de retourner au cimetière. Pour suivre le fameux balisage GTA, qui est un peu partout ici dans la région et qui en fait suit et même épouse le GR14, le Sentier des Ardennes. Ce GTA, c'est l'acronyme de quoi? Argonne pour A. Le grand... Je ne sais plus ce que c'est l'acronyme. Je ne sais plus ce que c'est, mais je crois que quelqu'un malveillant a échangé un panneau, l'a mis à un endroit où il ne devait pas, parce qu'en suivant la direction, je me suis retrouvé de nouveau face à une barrière, et il n'y avait pas de signalétique qui encourageait le randonneur à aller plus loin dans cette direction. Et donc je suis de nouveau retourné à ce cimetière allemand, qui ne m'a pas porté chance, je dois dire. Sur ma remontée du chemin que j'avais pris en suivant mon application, je me suis fait sacrément mal au genou. Je n'ai pas fait de faux mouvements pourtant, mais je devais faire comme un grand pas et en soulevant le poids du corps et le poids du sac, je me suis rendu compte que ça m'avait fait mal là. Et depuis, mon genou, il est
il est pas très bien en point. Je crains que demain matin, en me réveillant, j'aurai une mauvaise surprise. Je craignais même de le trouver particulièrement gonflé ce soir, mais ça va. Et donc finalement, j'ai décidé de faire une croix sur Varennes en Argonne ce soir, et je me suis retiré dans un petit village à proximité qui s'appelle Apremont. J'ai boité jusque-là. Le GPS indiquait qu'il fallait une quarantaine de minutes pour y arriver, je crois que j'ai mis 1 heure et demie. C'était fatigant et douloureux. Et maintenant, je vais passer une bonne nuit ici. Étant donné que je me suis perdu dans les tourbières, j'ai également de la lessive à faire. Et donc, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là, et puis suite au prochain épisode. Et moi, je n'ai qu'une envie, c'est que ces épisodes ils continuent en fait. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller toujours plus loin de l'avant. J'aimerais bien aller beaucoup plus vite, je l'ai déjà dit, mais en fait, le corps ne suit pas. Et j'ai un pincement au cœur parce que j'ai l'impression d'aller tout le temps contre une énergie qui essaye de m'empêcher d'aller de l'avant. Il y a comme un antagonisme, pas au niveau des gens que je rencontre, qui sont très, très bienveillants et très aimables, toujours, mais j'ai l'impression de devoir me battre avec le corps en permanence. J'avais entendu dire que le chemin de Compostelle, on pouvait le faire sans préparation physique parce que beaucoup de personnes âgées le font et il fallait y aller à son rythme. Et, je l'avais cru. Mais maintenant, je dois dire que j'aurais peut-être mieux fait de m'entraîner avant de commencer ce voyage. D'autant plus que ce GR14, je trouve qu'il n'est vraiment pas facile. Je me faisais la réflexion tout à l'heure que ce chemin, il a une certaine méchanceté en lui. Et ça, c'est mon esprit défaitiste peut-être. Donc j'espère que ma santé des jambes ira mieux demain. Et, j'espère de tout cœur pouvoir continuer cette aventure et d'aller jusqu'au bout, pourvu que le corps tienne. Ben, je vous dis à une prochaine parce que j'ai l'impression qu'on se reverra.